Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Tartine d'Indus. Je me présente, Agathe Hugelet, VP Communication de la GEPI. Je suis accompagnée d'Olivia Torres, VP événementiel, qui co-anime ce podcast avec moi. Aujourd'hui, nous accueillons Estelle Boulanger, chargée de communication scientifique chez Chanel. Bonjour Estelle, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci de prendre du temps pour venir partager ton expérience. Bonjour à tous, du coup c'est Estelle. Pour me présenter rapidement, du coup je suis pharmacienne aujourd'hui et j'ai fait mes études de pharma à Grenoble, comme beaucoup d'entre vous je pense. Dès en fait la deuxième année de pharma, je savais que je voulais aller en section industrielle et j'ai fait un petit stage chez Sanofi en quatrième année en assurance qualité. Et arrivé la période du choix des masters, je me suis spécialisée en cosmétologie industrielle, donc à la fac de Lyon. Ce master s'est déroulé en alternance et c'est ainsi que je me suis retrouvée chez Chanel. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce master, du coup, les cours que tu as suivis et plus généralement ton expérience et ton ressenti? Alors, le master de Lyon a quand même plusieurs particularités. Je dirais en fait de manière générale qu'il est très orienté sur la formulation. Vous verrez à Paris, par exemple, il y a des masters qui sont beaucoup plus sur la réglementation ou enfin même sur la parfumerie. Celui de Lyon, c'est vraiment formulation. Les gros projets de l'année vont être par exemple de développer des gammes cosmétiques de A à Z en trouvant un concept, en formulant. On met vraiment la main à la pâte et c'est vraiment en fait un master où on prend du plaisir au final. Je l'ai pas vécu comme on dirait certains cours de pharma où il faut apprendre par cœur, etc. Dans ce master, c'est énormément de pratique. Donc pour ceux qui veulent se passionner pour la formulation cosmétique, franchement, il est incroyable. Il y a énormément de projets groupes là-dessus. Une des particularités du coup, c'est qu'il est quand même assez général, c'est-à-dire qu'on va aborder rapidement la réglementation cosmétique. On va voir beaucoup de choses différentes. On va aussi en fait se former de manière générale au secteur cosmétique. Parce que globalement en pharma, on commence à comprendre les grands acteurs du monde pharmaceutique. Alors la cosmétique, c'est un milieu obscur. Et en fait, avec ce master, on commence à comprendre les grandes tendances du moment, etc. Et on sait mieux se positionner en fait en cosmétique. Un des petits bonus de ce master à savoir, c'est qu'en fait, il y a un partenariat avec l'EM Lyon. Et qu'en fait, on a 4 semaines de cours à l'école de commerce, ce qui est vachement cool. Et en fait, on a des bases en management, en gestion, en comptabilité, etc. Et l'examen, ça se passe par un mini-jeu d'entreprise où le but, on est en compétition avec les autres et il faut gérer son entreprise virtuellement. C'est vraiment super cool. Et ça, sur les CV, c'est chouette d'avoir le Lyon en plus. Voilà, le petit bonus. Ok, super. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste ton métier à l'heure d'aujourd'hui ? Alors, en tant que chargée de communication scientifique, il faut savoir que le métier évolue beaucoup en fonction du service auquel il est rattaché. C'est-à-dire que moi, chez Chanel, aujourd'hui, je suis dans le service relations publiques et influence. Il existe une autre équipe qui est rattachée au site de recherche, qui est aussi une équipe de communication scientifique. Mes missions sont différentes. Donc moi, je vais pouvoir vous parler de mon poste, du coup, en relations presse. C'est très varié. Globalement, l'objectif général, ça va être de valoriser l'expertise scientifique de Chanel. Chez Chanel, en fait, je travaille dans la section parfum beauté. Donc, c'est tout ce qui est parfum et aussi produits pour la peau, skincare, make-up. Et en fait, quand on va venir faire de la communication, en général, ce ne sont pas des scientifiques qui sont derrière. Et pour pouvoir assurer la justesse du discours, ils apprécient d'avoir des pharmaciens, des médecins qui viennent à la fois vers le côté communication et côté scientifique pour être sûr qu'on ait les bonnes informations. Quand on est dans le luxe, on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi pour garder notre crédibilité. Donc vraiment, les missions sont super larges. C'est-à-dire que dans mon cas, en fait, je vais m'adresser soit à la presse, donc magazine, internet, soit aux influenceurs, ou soit en fait à nos équipes internes de relations presse, c'est-à-dire les personnes qui sont nos petits backups dans les pays qui sont en relation directe avec les journalistes. Donc moi, c'est dans ce cadre-là, ces cibles-là, que je fais mes communications scientifiques. Par exemple, pour un lancement produit. Donc, on va par exemple rédiger des dossiers presse pour annoncer l'avenue du produit. Donc, nous, on va avoir un œil sur ces dossiers presse, vérifier que toutes les informations sont justes, correctes. On va venir créer par exemple des événements de lancement où il va falloir vérifier que toutes les informations écrites sur les événements soient justes aussi scientifiquement et réussir en fait à faire sortir un message décisif. C'est-à-dire quand on va sortir un nouveau produit, c'est pas encore un énième produit sur le marché. Pourquoi ce produit? Qu'est-ce qui est intéressant scientifiquement? Qu'est-ce qui peut intéresser le consommateur, la presse, etc. Donc c'est tout un travail de co-construction avec toutes les équipes et arriver à faire un événement qui va venir engager le public, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Honnêtement, en fait, ce qui est assez fou, c'est que là, ça fait 2 ans que je travaille à ce poste et en fait, il n'y a aucune mission qui se ressemble. C'est-à-dire que ça bouge tout le temps en fonction des lancements, des produits, des pays, des machins, ça va dans tous les sens.
Bon, un des gros avantages, des désavantages du poste, c'est que normalement on est censé beaucoup voyager pour faire aller sur place pour les événements, etc. Sauf que il y a 2 ans, c'était le début du Covid. Donc mon poste a aussi beaucoup évolué du fait de ce petit problème mineur, on va dire. Et en fait, on est beaucoup passé sur du digital, etc. Et c'est d'autres réflexions et d'autres problématiques qui ont été soulevées. Mais du coup, ce qu'il faut comprendre dans le rôle de la communication scientifique, c'est qu'on va venir aider à la fois les équipes de marketing, de réglementaire et toutes les équipes à faire passer un message et différenciant. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire passer un message marketing, loin de là, et on n'est pas là pour faire passer le message réglementaire non plus, parce que c'est pas très sexy. Et vraiment, c'est faire un compromis entre toutes les infos et réussir à vendre l'information. Voilà un petit peu. Après, c'est très général, je peux donner des exemples de missions, mais... Est-ce que tu te qualifierais en tant que chef de projet? En fait, tu dis que tu travailles avec des équipes. Est-ce que tu es plus dans le contrôle, le management de ton équipe, ou à quel niveau tu es en fait et avec qui tu travailles? Qui sont les personnes qui composent ton équipe? Alors du coup, pour comprendre l'organisation de mon équipe, on a la directrice de la communication scientifique qui est ma manager direct. Et en fait, dans mon équipe actuellement, je suis toute seule car il y a des congés maternité. Je suis assistée en fait par une personne qui est vraiment en gestion de projet. Car du coup, en fait, quand on a un CDD, on ne peut pas forcément avoir la visibilité sur les autres années, en théorie. Et en fait, du coup, pour le suivi de projet, c'est quand même plus accessible en tant que CDI. C'est-à-dire que si on regarde des sujets transversaux, etc., on a besoin d'avoir une vision long terme. Donc, moi, je suis plus dans l'opérationnel où je vais venir créer énormément de contenu, en fait, pour ma directrice. Par exemple, pour les événements, rédiger les différents discours des experts, créer des supports PowerPoint pour les animations, etc. Donc, et en fait, donc là, j'ai parlé de l'équipe de communication scientifique. Ce petit noyau scientifique est en fait au cœur du service relations publiques et influence. Donc c'est un service qui est beaucoup plus gros, où on va avoir des métiers très différents. C'est-à-dire qu'on va avoir un pôle outils qui va être chargé de développer, par exemple, tous les packs cadeaux qu'on envoie à la presse, aux influences. On a un pôle influence, effectivement, qui est en contact direct avec les influenceurs, qui les recrute, qui gère le pool. Et on a aussi un pôle qui est plus logistique, organisation. Par exemple, quand on met en place, évidemment, des événements, il faut une sacrée gestion. C'est incroyable de voir les moyens humains qui sont mis en œuvre derrière. Je ne verrai plus jamais les événements de la même façon, on va pas se cacher, c'est assez ouf. Et voilà, et en fait, on a aussi une équipe éditoriale qui, normalement, s'assure de rédiger tous les dossiers presse. Et on en parlera plus tard s'il faut, mais en fait cette équipe est en restructuration, du coup on avait cette équipe qui était vacante, et pour ça qu'en fait mon poste a beaucoup évolué pendant le contrat, et je me suis retrouvée à écrire des dossiers presse, moi pharmacienne, à faire de la rédaction, mais de la vraie rédaction poétique on va même dire, gros challenge, mais du coup après ça on se sent capable de tout, alors, c'est bon. Voilà un petit peu. Et est-ce qu'il y a un cours en particulier dans ton master qui t'a aidé à faire ce que tu fais aujourd'hui dans ton métier, la communication? Alors, en soi, en fait, en communication, le master n'était pas du tout orienté communication. Donc ça, c'est des compétences qu'on développe au fur et à mesure. Il faut s'ajuster au ton de l'entreprise, comprendre le fonctionnement du service, etc. Et on arrive à s'adapter au fur et à mesure. Et c'est pas de la communication pure et dure, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des projets. C'est pas nous qui gérons les projets de communication globale de l'entreprise. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un master spécialisé en com pour faire ce que je fais aujourd'hui. Dans le master du VPIL, ce qui m'a beaucoup servi, en fait, c'est la compréhension globale du secteur cosmétique, car, comment dire, il faut à la fois comprendre les processus de développement des cosmétiques, il faut comprendre la réglementation en France, en Europe et ailleurs dans le monde. Et au final, c'est pas les compétences techniques que j'ai apprises dans le master qui me sont utiles, mais c'est les compétences générales, sa culture générale, en fait, qui me sert beaucoup. Et petite chose intéressante, en fait, c'est que dans le master de l'EPIL, on a des groupes après des anciens de l'EPIL, et il y a souvent des offres d'emploi, etc. Ce qui s'est passé pour arriver chez Chanel, c'est que c'est en fait, Chanel a directement envoyé l'offre d'alternance au master, parce qu'en fait, ils recrutent chaque année d'habitude un alternant dans le master. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le réseau de l'EPIL est vraiment incroyable, et c'est vraiment un gros plus-value pour rentrer dans le monde de l'entreprise. Est-ce que maintenant tu veux bien nous raconter un peu ton expérience au sein de Chanel, comment tu as réussi à trouver une alternance chez eux et comment ça a débouché sur un CDD? Alors c'est ce que j'ai dit un tout petit peu plus avant. En fait, c'est que vraiment, via le master de l'EPIL, on a reçu des offres d'alternance. Donc il y avait notamment Chanel, il y avait aussi la Nature et plein d'autres entreprises. Et en fait, c'est en postulant et en passant par le processus de recrutement traditionnel que j'ai pu rentrer dans la boîte.
Après, ce qui est assez marrant à savoir, c'est que c'est toujours les petites histoires, pourquoi moi, etc. La RH qui m'a recrutée venait de Grenoble, je crois de l'IAE de Grenoble, donc ça fait toujours un petit lien dans l'entretien, etc. Et en fait, ma manager de l'époque venait de l'IPIL elle aussi. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Après, c'était aussi le contact humain, tout ça qui a fait que c'était moi et pas quelqu'un d'autre. Donc mon alternance est passée pendant 1 an. Et en fait, à la fin de cette alternance, j'ai appris que ma manager était enceinte. Et que c'était l'heure du congé maternité très prochainement. Et en fait, du coup, au bout de 2 mois, j'ai vu l'offre passer, j'ai repostulé et en fait, j'ai été prise donc, au poste de manager, donc en tant que cadre, en tant que senior. Donc c'était... toutes les entreprises ne font pas ça, en fait, dans le sens où parfois c'est difficile pour une entreprise d'embaucher un alternant après, car parfois l'alternant reste dans son rôle d'alternant. Alors que là, on change de poste. Et du coup, j'ai eu la grande opportunité d'avoir cette occasion de prendre ce poste et j'ai pu faire mes preuves et du coup, c'était assez incroyable. Donc le CDD s'est prolongé, etc. Mon CDD se finit officiellement le 27 août, un truc comme ça. Et en fait, dans mon équipe, il n'y a pas d'ouverture de CDI en ce moment. Mais du coup, chez Chanel, on m'a proposé un autre poste. Donc cette fois, sera en chargé de réglementation. Voilà. Et en fait, vraiment, mon expérience chez Chanel, ça s'est très bien passé. C'est très équipe dépendant, c'est ce qu'on vous dira tout le temps. Ce qui fait le taf, en général, c'est l'équipe. Si on s'entend bien avec, etc., on peut s'épanouir, on peut être force de proposition, on peut prendre de la place en fait dans l'équipe parce qu'on se sent à l'aise. Et ça va vraiment dépendre en fait de chacun. C'est-à-dire que moi, ça s'est très bien passé dans mon équipe, ce serait quelqu'un d'autre, je ne sais pas, il serait moi dans une autre équipe. Je ne peux pas garantir non plus que ça aurait été aussi incroyable comme aventure. Mais en tout cas, chez Chanel, c'est vraiment une excellente boîte pour postuler et pour travailler, on ne va pas se le cacher. Il y a de nombreux avantages et au niveau management, c'est quand même pas mal du tout. Niveau organisation, durant l'année du coup de ton master, où tu étais en master à Lyon et en alternance à Paris, comment tu as pu faire du coup pour t'organiser? Alors là, c'est une des grandes chances du master, je vais le préciser tout à l'heure, il y a trop de particularités à ce master. C'est que l'alternance a un rythme très particulier dans ce Lyon. C'est-à-dire qu'on a 4 mois de cours, globalement. Puis après, c'est que de l'entreprise. Donc, ça n'a d'alternance que le nom. Et du coup, pour l'organisation, c'est simple, c'est que j'étais à Lyon pendant les 4 mois. J'ai dû faire, je crois, 2 semaines à Paris, la première semaine de septembre, puis je crois que la dernière semaine de décembre, un truc comme ça. Donc ça va, on peut trouver des logements sans trop de soucis, un Airbnb, un peu à Paris. Et en fait, après, j'étais quasiment tout le temps en entreprise. Et sinon, c'était 1 semaine ou 2 pour le M Lyon où il fallait revenir. Mais du coup, l'organisation, c'est assez simple à gérer. À présent, est-ce que tu pourrais nous parler de ton dernier projet en date? Alors ça, du coup, les derniers projets, je vais pas pouvoir en parler tout de suite. J'en peux vous en douter, mais c'est tout est en cours et tout est confidentiel. Je vais vous parler d'un projet que j'ai eu pendant l'alternance qui était vraiment, vraiment chouette. Ça s'appelait La Beauté Sculptive. En fait, c'est un événement presse et grand public qu'on a mis en place. Où l'objectif, en fait, c'était de faire découvrir donc, à nos cibles toute la démarche RSE de l'entreprise au niveau de sa branche cosmétique. Et on a voulu, en fait, mettre en œuvre, on ne peut plus voyager, c'était faire voyager un peu nos cibles dans nos différences qu'on appelle Open Sky Lab. En gros, c'est nos filières végétales qui appartiennent à Chanel, qui permettent en fait de créer des actifs qui sont propriétaires de la maison. Et en fait, en parlant à chaque fois de chaque zone géographique, on a voulu faire toute une animation, toute une galerie en fait, avec tout l'univers. Et on venait vraiment montrer qu'est-ce qu'on fait sur place, comment ça se passe, avec qui on interagit, quelles sont les méthodes de culture, etc. En fait, pendant longtemps, le luxe a été un milieu très opaque. On ne parlait pas en fait des méthodes des procédés de fabrication parce que c'était top secret, on ne voulait pas parler des fournisseurs parce que la concurrence. Mais en fait, du fait de l'époque et les choses avancent, le luxe doit prendre la parole. Et on se rend compte en fait que c'est pas parce qu'ils ne communiquaient pas qu'ils ne faisaient pas les choses bien. Et en fait, ils font même des choses incroyables. Moi, étant une petite bobo écolo grenobloise, quand je suis arrivée chez Chanel, je me posais des questions, je ne savais pas exactement à quoi m'attendre. Et en fait, l'entreprise a su me conquérir sur ces points-là. En fait, j'ai eu une chance incroyable de bosser sur ce projet. Et en fait, on se rend compte que le luxe peut vraiment engager et montrer la voie à certaines autres entreprises, c'est-à-dire que leurs méthodes sont exemplaires sur certains domaines, et qu'après, en divulguant effectivement ces informations, d'autres pourront suivre la même voie. Et c'est assez incroyable de se dire ça. Est-ce que tu peux juste peut-être expliquer ce que c'est une démarche RSE du coup? Il n'y a pas de souci, on adopte vite le jargon. En fait, quand on parle de démarche RSE, ce sont des entreprises. Comment dire ça? En gros, c'est la responsabilité sociétale en entreprise. C'est à la fois des démarches au niveau sociétal, c'est-à-dire les conditions de travail, est-ce qu'on utilise des enfants dans nos champs de canne à sucre, ce genre de choses, mais également aussi les démarches environnementales. Donc c'est
une réflexion globale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser environnemental sans penser conditions de travail des gens, etc. Et en fait, maintenant, on verrait dans toutes les entreprises, que ce soit cosmétique, pharmacie ou agro, le pôle RSE est très important du fait des attentes des consommateurs en ce moment. Donc voilà un petit peu ce que c'est la RSE. Merci. Est-ce que du coup maintenant on pourrait peut-être aborder, je sais pas, les obstacles, les problématiques que tu peux rencontrer au quotidien, si tu as des exemples? Pour les problématiques, je pense que le Covid était une problématique majeure dans le milieu de l'événementiel, de la communication, tout ça, on va pas se le cacher. Et en fait, on a dû énormément s'adapter dans les services, ce qui a créé en fait beaucoup de tension, beaucoup de stress, parce que quand on sort des procédures habituelles, on n'a pas de précédent. Donc il faut innover, parfois se tromper, etc. Donc il faut savoir gérer un peu les situations de crise, savoir accepter que certains projets soient annulés du jour au lendemain parce que le Covid l'oblige. Et ça, c'était des grandes difficultés pour moi, pour les équipes, etc. Après, ce qu'on pourrait dire dans les difficultés plus personnelles sur le poste, je pense qu'il y a les horaires de travail, on va pas se le cacher. On le dit pas assez, mais en fait, quand on est à Paris, il faut effectivement penser que les heures de travail sont plus à rallonge qu'en province, excusez-moi le terme, dans le reste de la France. Je ne suis pas trop parisienne. Et c'est vrai que c'est un argument à prendre en compte. C'est-à-dire que, par exemple, si on adore faire plein d'activités à côté, la vie à Paris, ça ne le permet pas forcément. Donc c'est à savoir dans les contraintes plus perso du milieu. Plus à Paris qu'ailleurs? Plus à Paris qu'ailleurs. C'est vrai que moi, quand je parle à toutes mes copines qui sont à Paris, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il finit à 17h30, quoi. Même si on fait notre quota de 35 heures par semaine, on fait beaucoup plus que 35 heures par semaine. Et ça, c'est typique de Paris. Honnêtement, je ne sais pas le pourquoi du comment, pas se le cacher, mais c'est une réalité du métier. Moi, j'avais une petite question par rapport, tout à l'heure, tu as dit que tu es passé d'un statut d'alternant à senior. Est-ce que ça a posé problème au sein des équipes avec tes collègues? Tu as dit que tu avais eu une très bonne expérience, donc je ne pense pas, mais est-ce que tu as rencontré des problèmes d'autorité avec des personnes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps que toi et qui n'ont pas ce statut? Alors pas du tout, mais je pense que c'est que j'ai été chanceuse dans mon équipe directe, ce que je disais au début. Maintenant, il y a moi et ma directrice. Donc il y a une stagiaire qui est en dessous de moi, mais il n'y a aucun problème au niveau de l'expérience ou autre, ça va. Et en fait, dans l'équipe plus globale, j'ai pas de lien hiérarchique direct, c'est-à-dire que je dépends de ma directrice et les autres n'ont pas à me donner des consignes inversement. Enfin, on échange et puis on se met d'accord. Et en général, dès qu'il y a une décision à prendre, ça remonte au niveau des directrices du service. Donc il n'y a vraiment aucun problème. Après, on peut rencontrer des problèmes en entreprise de façon plus générale, effectivement, sur ce sujet-là. C'est-à-dire que là, on a eu un poste senior qui a été recruté en période où un peu de restructuration, un peu de crise. Donc, il n'avait pas de directrice attribuée à ce moment-là. Donc, pour lui, la mise en route, ça a été un peu difficile. Et en fait, dans le service, on avait une stagiaire, la stagiaire, qui avait plus d'expérience que lui et sur à peu près les mêmes missions. Et en fait, de ce fait-là, c'était elle qui devait guider donc le senior qui a 15 ans de plus et une paye 4 fois supérieure à la sienne. Et effectivement, dans ce genre de cas, ça crée des tensions parce que la stagiaire se sent mal de donner des consignes à un senior et voilà. Et en fait, dans ce genre de situation, le mieux, c'est de repasser par au-dessus, c'est-à-dire par la directrice, de faire un feedback et de trancher, parce que les problèmes ne se résolvent pas tout seuls en entreprise. Ce n'est pas en les glissant sous le tapis que ça va s'arranger. On se dit tout de suite. Donc si un jour, dans vos stages ou autre, il se passe quelque chose avec un manager, un senior ou peu importe, référez-vous à votre manager, donc vous avez confiance ou un collègue, et il faudra découper le problème, sinon vous allez passer un sale moment d'entreprise, faut pas se le cacher. Est-ce que du coup ta formation pharma t'est utile dans ton travail actuellement? Alors oui, je vous rassure, ça m'est très utile. C'est franchement, quand on va vous parler de zéohydratation, de plein de processus industriels, de pointes d'extraction, de machin, etc., on va vous parler chromato toute votre vie en cosméto. Vous êtes content d'avoir vu ça en pharma. En fait, on s'en rend pas assez compte et parfois on reproche ça à la pharma, c'est d'être trop généraliste. C'est en fait les bases scientifiques qu'on a en analytique, en qualité, etc., ça vous permet de comprendre tout ce qui se passe dans l'entreprise. Et après, au pire, si c'est des choses spécifiques, vous pouvez vous reformer vite fait, etc. Mais vous avez les capacités de comprendre et grâce à ça, en fait, c'est fort. C'est-à-dire que quand je parlais à une copine en marketing, elle, les cellules de la peau, c'est un concept très lointain pour elle. Et c'est ce genre de choses qui pourtant nous paraissent basiques en fait en pharma au fur et à mesure. Et en fait, toutes ces bases super solides qu'on a, ça m'aide au quotidien. Enfin, quand je dois lire des articles scientifiques pour comprendre les dernières avancées sur le microbiote cutané ou je ne sais quoi, je suis contente d'avoir fait pharma, on va pas se le cacher. Donc non, pharma, bien utile pour le parcours de cosméto.
Est-ce que tu as encore l'occasion de travailler de pair avec des autres professionnels de santé? Alors oui, c'est-à-dire par exemple chez Chanel, on a des toxicologues, etc. Donc en soi, c'est des professionnels de santé. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que les pharmaciens sont partout. On ne s'en rend pas assez compte, mais nous sommes partout. C'est-à-dire que j'ai des amis pharmaciens du coup qui sont au poste de formation, formés sur les produits, etc. Encore une fois, pour avoir la rigueur scientifique. On a aussi des pharmaciens, donc là c'est dans l'équipe éditoriale, c'est vraiment elle qui au final a complètement changé de métier, mais par son expérience scientifique, elle a cet œil scientifique sur tous nos dossiers presse, etc. Et c'est utile et ça nous fait gagner un temps inimaginable. Donc il me reste ce contact-là. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est vraiment hôpital, un parcours de santé qu'on voit énormément en études de pharma, on n'est plus du tout dans ce secteur-là. En fait, je dirais qu'on est sorti du milieu médical et on reste quand même dans le secteur de la santé plus générale. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la plus grosse différence selon toi entre du coup travailler dans une industrie de luxe en tant que pharmacienne par rapport à travailler dans une industrie pharmaceutique? Bon, ce sera encore une réponse très personnelle. De toute façon, on n'a pas de vérité absolue. En fait, ce que je distinguerai en premier, c'est que côté cosméto, on ne vend pas des produits médicaux. C'est des biens de consommation généraux. Alors qu'en santé, on touche à des produits extrêmement réglementés et ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que moi qui suis, ce qu'on disait, très écolo, etc., en santé, on ne peut pas faire de la pub sur le fait que le Doliprane, là, on les produit dans une méthode green, tout ça. Ça passe pas trop. Honnêtement, ça passe pas trop. Or qu'en cosméto, c'est un peu un des arguments forts en fait de vente. Et la cosméto, c'est un milieu qui est beaucoup plus créatif en fait. Et je pense que c'est ça qui attire beaucoup de gens aussi. C'est qu'on est vachement libre de plein de choses en termes d'événements, de publicité, de machin, de création. Et ça, vraiment, même dans l'entreprise, en fait, on va pas être avec les mêmes profils. C'est-à-dire que chez Chanel ou en cosméto, il y a des profils qui sont beaucoup plus artistiques, on a des profils beaucoup plus variés. Alors effectivement, dans le milieu pharmaceutique, sera scientifique de A à Z. Même le mec de la finance aurait pu faire un BTS en biotech. Hein. Vraiment, on est... Voilà. Du coup, on va revenir un petit peu sur ta formation. On est d'accord que c'est un master globalement que tu as l'air de recommander. Est-ce que tu penses qu'il t'a vraiment apporté quelque chose en plus sur le marché du travail? Et est-ce que tu penses aussi que ton métier, il serait accessible avec un master plus général et peut-être pas spécialisé dans la cosmétologie, bien que du coup, il y avait aussi l'EM Lyon? En soi, le master était assez général en cosmétique, mais effectivement, pour un poste en communication scientifique, il n'y a pas forcément besoin de passer par un master spécialisé en cosméto. Mon ancienne manager, a fait après ce master un autre master en communication pour se respécialiser là-dedans. Mais en soi, si on est déjà passionné de cosmétique, etc., et qu'on a déjà la culture générale, on peut très bien sauter cette étape et passer au master de communication. C'est pas du tout un obstacle. En soi, moi, ce qui a vraiment changé, c'était le réseau. C'est-à-dire que cette alternance chez Chanel, je ne l'aurais pas eu si je n'étais pas allée à l'UPIL. Et au final, ce qui peut être intéressant, si les personnes ont des idées d'entreprise très précises, c'est de regarder où sont désormais les anciens des masters. Parce qu'en fait, moi, ce que je disais, dans toutes les années, on recrute quelqu'un de l'IPIL quasiment. Chez d'autres boîtes, ça va être les personnes de l'ISICA, etc. Donc c'est une voie plus facile d'accès en fonction des objectifs. Donc ça peut rentrer en compte dans le choix. Donc une autre question, ça serait, est-ce que faire un master de cosmétologie pourrait potentiellement te bloquer dans l'avenir l'accès à une industrie globalement pharmaceutique? Alors, de par l'expérience que j'ai, quand on voit à quel point les postes évoluent, les missions évoluent, on est capable de s'adapter. En fait, maintenant, moi, j'ai plus du tout peur de changer totalement de poste. Là, je passe de chargé de communication scientifique à réglementaire, et de réglementaire en cosméto, je pourrais très bien après jumper en pharmaceutique sans aucun souci. Donc, il faut absolument pas avoir peur des masters, parce qu'en soi, c'est comme, j'ai envie de vous dire, le bac, on dit à chaque fois, il y a des bonnes notes au bac, ça va vous sélectionner à l'entrée. Bof. Honnêtement, les RH, au final, dans les processus de recrutement, ça dépend beaucoup des RH. Mais certains ne se limitent pas du tout au master. Ce qui va compter, c'est l'expérience, la personnalité, la rigueur dans votre CV, surtout. Les processus de recrutement peuvent être très différenciés, donc ça va dépendre des entreprises, mais globalement, on ne se bloque jamais dans un secteur. Tout est toujours possible. Après, c'est possible de refaire un mini CDD dans une boîte pharmaceutique pour ensuite remettre le pied en pharmaceutique et chercher un poste qui nous plaît plus, etc. Il ne faut pas se braquer. Et vraiment, tout est possible en fait. Et même en cosmétique, on peut partir en agroalimentaire, on peut partir partout. C'est l'idée.
Si tu avais des choses du coup à changer dans ton parcours ou des recommandations à faire pour les étudiants intéressés par la cosmétologie. Alors c'est un conseil qui s'intéressera à tous les pharmaciens. Faites votre thèse. Faites votre thèse très vite et très tôt. Parce que du coup, moi, il faut que je la rédige. Voilà, il me reste 1 an. Et vraiment, en fait, quand on rentre dans le milieu du travail en tant qu'industriel en pharma, c'est compliqué la thèse. Donc le conseil, c'est soit vous motiver pendant l'externat de pharmacie, parce qu'en industrie, on peut avoir un peu de temps. Réfléchir au sujet, tout ça, c'est top. Et en fait, certains, s'ils n'ont pas le courage, ce qui peut être génial, c'est de trouver pendant les stages ou les alternances de 6e année, proposer en fait aux maîtres de stage, etc., de faire une thèse avec eux, une thèse professionnelle entre guillemets, mais en fait comme ça vous aurez des deadlines, une fin, un début, et ça sera en plus goupillé à votre mémoire ou votre rapport d'alternance. Et c'est vachement bien, ça va vous faire bosser un coup, mais au moins ça sera fini, et après quand vous rentrez dans la vie active, ça sera fini. Moi, mon seul regret, c'est pas profiter du temps d'externat pour cette petite thèse. Super, merci beaucoup pour toutes ces réponses. À présent, nous allons répondre aux questions que les étudiants nous ont posées sur Instagram. Voilà, n'oubliez pas d'aller nous suivre à agpi.industrie sur Insta. Alors, la première question, c'est, selon toi, quelles sont les prochaines grandes innovations de ton métier et plus généralement les grands changements auxquels l'industrie doit s'attendre? Au niveau de l'innovation, c'est un peu dur aujourd'hui de prédire ce qui va se faire dans 10 ans. Par contre, aujourd'hui, on assiste vraiment à un grand tournant côté justement transparence en entreprise. On voit que le consommateur, que ce soit dans l'agroalimentaire, la cosmétique et tous les secteurs, on veut savoir d'où viennent les produits, comment ils sont faits, dans quelles conditions de travail sont les employés. Et c'est un grand changement, surtout pour le luxe en fait, devoir communiquer, laisser de la transparence là-dessus. C'est innovant, inédit et tout ce qu'on veut. Parmi les grandes innovations prochaines, on va dire qu'on voit tout ce qui est biotechnologie, ça arrive vraiment fortement en fait dans le milieu cosmétique. C'est-à-dire qu'avant c'était vraiment limité en pharma, mais c'est vrai que maintenant les actifs issus de levure, etc., ça devient très très tendance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Le digital. Ouais, le digital, ce que j'ai à dire, c'est-à-dire par exemple, nous on est en train de faire évoluer notre service avec justement l'avènement des influenceurs, etc. Pour le luxe, encore une fois, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire qu'on laisse la parole à des personnes avec qui on est en relation, mais sans contrat ni rien. Enfin, ça dépend, mais l'objectif, c'est vraiment de se dire on perd le pouvoir de la communication, on perd le contrôle sur ce qui va être dit exactement. Et sur l'image de marque, ça compte énormément quand même pour tout ce qui est milieu du luxe. Donc c'est une prise de risque, mais à la fois, il faut être dans l'air du temps, et il faut réussir à profiter un peu de toute cette... tous ces nouveaux accès digitaux, etc. Et après, je dirais, de manière plus générale, dans l'industrie, ce qui va être amené à changer avec le Covid, c'est justement en fait la relation au travail, avec le télétravail. C'est-à-dire que selon les entreprises, à l'heure actuelle, il y en a certaines qui sont toujours en télétravail depuis quasiment le début du Covid, alors que d'autres sont déjà en 100% présentiel, les 4 jours par semaine. Et en fonction des entreprises que vous allez rencontrer et cibler, il faudra peut-être prendre en compte ça en fonction de votre mode de vie, etc. Mais si vous voulez pouvoir faire du télétravail 4 jours par semaine dans le sud, dans votre maison, et venir que 1 jour ou 2 à Paris, certaines entreprises vont le permettre. Ça fait évoluer les mentalités et ça fait évoluer beaucoup de choses. Et c'est à voir comment ça se développe dans les années à venir. Une autre question des étudiants maintenant, peut-on facilement créer une marque ou une ligne de produits, par exemple dans le luxe, et comment avoir une réputation médicale ou officinale? Alors pour la création de marque en soi, c'est totalement possible. C'est-à-dire que maintenant, on a des plateformes de crowdfunding, par exemple Ulule ou autre, qui permettent de lever des fonds pour lancer des premières gammes. Après, le marché cosmétique est extrêmement saturé. On dit qu'il arrive à maturité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques se lancent, mais au final peu percent parce qu'il faut vraiment un concept de niche très ciblé avec une très bonne communication pour réussir à se démarquer parmi tous les lancements et toutes les marques déjà existantes. Donc il faut avoir du courage. Et par exemple, pour les exemples comme La Rosée qui a très bien fonctionné, il faut comprendre que la rentabilité arrive à partir d'un certain nombre d'années. C'est-à-dire que c'est pas au bout de 5 ans que la marque est rentable en général. Dans l'exemple, pour avoir une réputation pharmaceutique, en fait, ce qui va beaucoup dépendre, c'est des canaux de vente. C'est-à-dire que si vous choisissez déjà de vendre qu'en parapharmacie, vous aurez cette image de cosmétique médicale, on va dire. Alors qu'effectivement, vous vendez à Sephora, voilà, c'est les premiers choix, on va dire.
Après, tout va dépendre en fait des caractères de communication, de marketing de votre gamme, comment créer votre site, etc. Et en fait, c'est des codes visuels qui font qu'on va vous identifier comme oui ou non cosmétique plutôt para ou pas. Après, il faut vraiment aussi se focaliser sur la législation pour quand même répertorier le produit cosmétique dans les bonnes catégories, tout ça. Mais en soi, c'est réalisable. Pour ce qui est lancer une gamme de cosmétiques de luxe, alors ça, effectivement, j'aurais pas de recette pour ce concept. Parce qu'en fait, déjà, il faut avoir en tête qu'aujourd'hui, le monde du luxe est drivé par l'Asie. C'est-à-dire que c'est en Asie où on achète, et que dans le secteur du luxe, en fait, on a souvent l'Est et l'Ouest qui se différencient. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on n'est pas du tout dans le luxe, en fait, on est dans le mode premium. Et en Asie, effectivement, c'est le gros marché du luxe en ce moment. Donc si on veut lancer une marque de luxe, déjà, se mettre sur le bon segment. Donc être motivé pour aller en Asie, etc., comprendre les attentes des consommateurs, tout ça. Mais après, c'est vrai que, bon, il y a un atout, c'est que la France, si on crée une marque française, c'est gage en fait déjà de qualité, il y a déjà cette image luxe, etc., qui peut être véhiculée, c'est déjà une première base. Mais en fait, c'est vrai que ce qui compte beaucoup, c'est l'ancienneté de la maison, l'histoire, le créateur, en fait. C'est pour ceux qui ont envie de comprendre un peu le luxe, il y a un super livre qui s'appelle Luxe oblige et qui redonne un peu vraiment les fondements de qu'est-ce que c'est une marque de luxe et justement qui donne beaucoup d'indices pour comprendre le fonctionnement, comment se positionner, etc. C'est un très bon livre et je n'arriverai pas à résumer en 5 minutes. Mais du coup, c'est vrai que normalement, derrière une marque de luxe, il y a un créateur. Que ce soit pour la cosmétique, pour la couture ou tout ce que vous voulez. Et c'est ce créateur qui propose en fait quelque chose d'original, d'inventif, de machin, et au fur et à mesure, c'est sa notoriété qui porte la marque. Donc, effectivement, en tant que pharmacien, la marque de luxe, c'est un peu compliqué, mais après, tout est possible. Il ne faut jamais se mettre de barrière, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui rêvent de faire ça, eh bien, qu'il faut se renseigner, se former, et tenter le coup, voir ce que les autres ont fait, et si les gens ne l'ont pas fait, se demander pourquoi ça n'a pas été fait. En général, il y a toujours une raison. Est-ce que tu retournerais dans une enceinte plus petite, dans une start-up? Alors effectivement, c'est une bonne question. En soi, c'est un peu ce que je disais, il ne faut jamais se mettre de barrière, c'est-à-dire que je ne me refuse pas cette possibilité. Comme ça, je reste ouverte à tout et si une super opportunité se présente, pas de souci. Mais c'est vrai qu'en fait, le cadre des grandes structures, c'est quand même rassurant, que ce soit au niveau du salaire, que ce soit au niveau des avantages, etc. On a une bonne visibilité sur l'avenir, Chanel ne va pas faire faillite demain. Donc voilà, après c'est des risques totalement personnels.